Alors bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième table ronde que nous avons organisée avec Numa Ambursin dans le cadre de ce parcours immortel dans le Grand Palais. Table ronde qui, comme vous l'avez sous les yeux, s'intitule Peindre sur le motif. Quelle présence au monde. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui avec 4 artistes invités. 4 artistes qui sont affiliés de près ou de loin à la question d'immortel, à savoir Axel Pahlavi et Mathieu Cherkit, qui sont donc des artistes de ma génération qui étaient présents dans l'exposition que nous avions réalisée au MoCo avec Numa Ambursin, mais aussi Damien Cabane et Vincent Biulès. Vincent Biulès, que je ne vous présente pas, qui est une figure majeure de la scène picturale figurative française et qui évidemment a des liens aussi avec la génération immortelle que nous avons défendue au MoCo, puisqu'il a été professeur aux Beaux-Arts et qu'il a des liens évidemment avec les artistes aussi des jeunes générations, et que sa peinture présente, partage, au-delà des questions des générations et du temps, des enjeux que des peintres plus jeunes partagent évidemment aussi. Et parmi ces enjeux, la question de la peinture sur le motif, que pratique aussi Damien Cabane, qui est d'une génération donc intermédiaire entre Vincent et Axel Pahlavi et Mathieu Cherkit. Donc pour faire un sort un petit peu en introduction, un petit peu en préambule sur la question de peindre sur le motif, je suis ravie de vous présenter ce sujet qui est un sujet d'histoire de l'art passionnant et qui en fait est abordé aujourd'hui avec des peintres majeurs et qui ont vraiment renouvelé cette question d'une façon très singulière, et qui en fait n'est pas un sujet qui a été tant traité que ça. La peinture en fait contemporaine est beaucoup axée en ce moment surtout sur la question justement du paysage. Et quand on parle de peinture sur le motif, parfois on englobe en fait toutes sortes de peintres qui vont aller peindre à l'atelier des peintures de paysages, mais très souvent finalement avec l'utilisation de la photographie de manière très directe, c'est-à-dire on va dehors, on fait des photographies et ensuite on va travailler à l'atelier. Donc ça, c'est une forme de peinture de paysage qui n'est pas en fait l'angle qu'on va évoquer aujourd'hui, pas tout à fait, parce qu'évidemment la question de l'atelier se pose bien entendu, mais qui est plutôt je dirais une façon de revenir au sens moderne en fait de cette question. Donc quand je dis moderne, pour vous refaire un petit peu un sort, il y a une césure qui se passe en gros au 18e mais surtout au 19e avec évidemment l'impressionnisme. On a tout ça en mémoire, comment les artistes peuvent aller peindre dehors avec aussi des changements, les tubes de couleurs, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça amène en fait de pratiquer dehors la peinture, et non plus comme le faisaient les maîtres dans l'enseignement classique, dans l'héritage classique, d'aller dehors pour dessiner, prendre des notes et puis réaliser des grandes compositions à l'atelier. Donc cette pratique sur le motif, elle est étymologiquement d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le motif, en fait, en latin, ça vient du verbe se mouvoir, mouvement et émotion. Donc c'est intéressant parce que mouvement et émotion, on verra, on en parlera avec les artistes présents, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans le travail parce que la question de peindre sur le motif, si on l'entend donc au sens des modernes, alors quand je dis moderne, j'ai en tête évidemment l'expression peindre sur le motif, par exemple, a beaucoup été employée au 19e siècle à propos du travail de Corot, Courbet et Cézanne. Pour moi, c'est un peu le triangle phare sur ces questions de comment renouveler la peinture dehors. Qu'est-ce que ça amène ? Et donc, ça amène en fait 2 choses importantes qu'on va évoquer avec les artistes aujourd'hui. C'est la question du corps. Cette question du corps, pour moi, elle est vraiment centrale et c'est un peu ce qui fait la singularité de cet angle. Qu'est-ce que ça amène d'être un corps dehors, dans un espace-temps donné ? Qu'est-ce que ça amène dans la peinture ? Donc il y a 2 choses. C'est d'abord un problème de tension, je dirais, plastique, à savoir être dehors avec les éléments, le vent, le temps qui passe, les nuages, la lumière qui change. Comment on fait peinture et qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on voit ? En fait, il y a bien sûr la notion de voir, mais aussi la notion de ressentir.
Et ça, c'est très important parce que peindre dehors, évidemment, ce n'est pas faire photographie. Et contrairement à la photographie, le peintre saisit en fait un regard, il a un regard vivant, un regard mouvant. Et donc, il peut aussi prendre en compte dans sa peinture, Mathieu, tu en parleras de ça très bien, différentes temporalités. Donc saisir effectivement par la peinture différentes temporalités, différentes sensations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que à mesure que la peinture capte des sensations, par la matière, par la couleur qui se libère, eh bien, on quitte le champ du figuratif stricto sensus. Là, on a d'ailleurs des peintures de Vincent Bulès et on va commencer un peu à parler avec Vincent pour rentrer dans le champ en fait, de l'abstraction quelque part aussi. Faire peinture, comment rendre compte de l'immensité du monde, du mouvement sur une petite toile plane. C'est une loi qui est différente, ce sont la loi du réel, la loi de la peinture, et forcément dans cette traduction, on s'écarte en fait du figuratif au sens du photographique pour réinventer la peinture. Donc cette question figurée et abstraire, elle est très importante et on verra qu'elle se retrouve en fait chez tous ces artistes différemment. Dans des narrations chez Mathieu Cherkit complexes, chez Axel, chez Damien. Et c'est un peu ces questions que j'aimerais évoquer avec eux. Et le dernier point, la question en fait de la mémoire. C'est-à-dire que quand vous peignez dehors, vous regardez, vous ressentez. Et il y a aussi quelque chose de fascinant avec Cézanne par exemple et la montagne Sainte-Victoire, Axel, on en reparlera, que quand vous regardez en fait la nature, c'est une nature aussi qui porte la trace de l'histoire, qui peut revenir aussi et faire remonter à la mémoire des souvenirs de l'enfance. Vincent, par exemple, votre rapport au paysage montpelliérain, le rapport... Donc comment, en fait, dans la peinture extérieure, qui va être après menée à l'atelier et portée aussi ailleurs, comment, dans ce processus, eh bien, la mémoire aussi du peintre va travailler, en fait, la représentation et comment, du coup, ce qui est donné à voir, eh bien, c'est à la fois ce qui est vu, ce qui est ressenti, mais aussi tout le champ de la mémoire et de l'histoire de la peinture et d'une vision idéale qui vient se télescoper avec une vision saisie sur le vif. Alors j'aimerais qu'on commence du coup, Vincent, avec vous, parce que donc vous avez ici sous les yeux des peintures. Donc j'ai volontairement, Vincent, vous m'excuserez sur la chronologie, je suis repartie sur les années 70 pour le public et pour les personnes qui peut-être n'ont pas en mémoire le travail d'avant. Parce que Vincent Bulès, et donc je fais défiler en même temps que je vous parle, a commencé évidemment, a été l'une des figures majeures de la scène avant-gardiste française dans les années 70, en ayant été affilié un temps au groupe Support Surface. Donc il y a après dans son parcours toute une série de peintures qui sont en lien avec les recherches de Support Surface et qui réouvrent via le thème de la fenêtre sur la pratique du paysage. Et là vous avez donc des paysages, différents paysages que nous avons choisi de vous montrer, des choses qui sont ici récentes. Je voulais juste moi faire le jalon avec les débuts. Alors Vincent, j'ai une question pour commencer, et c'est une question que je poserai à vous quatre en guise de préambule, avant de parler cuisine et de rentrer vraiment dans le vif d'être dehors et qu'est-ce que ça fait d'être dehors et de faire des choses dehors. La question de pourquoi, à un moment, la nécessité de repeindre sur le motif se pose comme une nécessité. Et Vincent, chez vous, comme pour Damien d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant parce que ça se présente aussi à un moment où il y a un choix qui est très symbolique. D'abord, pratique abstraite, pratique figurative. Pourquoi le motif à un moment vient comme besoin presque de revivifier en fait le rapport au monde là. Et comment surtout, Vincent, ça se pose à un moment, je trouve que c'est important parce que vous quittez en fait au moment où vous revenez sur le motif le champ des avant-gardes, le champ du collectif, pour en fait, il y a comme une forme de repli sur soi, mais pas au sens nostalgique, au sens de se recentrer en fait sur quelque chose d'une vision intime au monde, de quelque chose de poétique. Comment ça se passe, Vincent, ce moment où vous ressentez précisément le besoin de revenir, parce que vous peignez déjà sur le motif avant Support Surface. Alors attendez, je vous avais le micro qui est là. Alors pour détendre l'atmosphère, je vais d'abord vous raconter une blague. J'avais pour
grand cousin à Aix-en-Provence, ce qu'on appelle un très beau peintre. C'était peut-être pas un très grand peintre, mais c'était un très beau peintre. Et qui était à la fois le directeur de l'école des beaux-arts et ensuite le directeur du musée. Et on raconte à Aix, et ça c'est une blague, mais très significative, qu'il avait un jour écrit sur la porte du musée: la clé est sous le paillasson, je suis sur le motif. Et effectivement, il a peint dans sa vie des milliers d'aquarelles avec une verve et un plaisir extraordinaire. Et il y en avait chez nous, il y en avait chez mes parents, chez mes grands-parents. Et tout enfant, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. Et lorsque, bien plus tard, ayant, j'allais dire, donné le pouvoir à ma sensibilité générationnelle, j'ai fait de la peinture non figurative, j'ai éprouvé le besoin de revenir à ce qui m'avait ému au départ de ma vie de peintre, c'est-à-dire très jeune. Je n'ai jamais fait de dessin d'enfant. À partir de 4 ans, j'ai fait tous mes dessins sont des dessins à 3 dimensions et sur lesquels d'ailleurs quelqu'un est en train de travailler. Et donc lorsque je suis, comme on dit, revenu à la figuration, il ne s'agissait pas pour moi du tout de refaire ce que j'avais fait, mais d'inventer une nouvelle manière de figurer. Donc de constituer un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe qui me soit propre. Et tout ça en abordant systématiquement tous les sujets de la peinture. J'ai écrit sur le mur de mon atelier, non pas je suis sur le motif, mais une phrase de Delacroix: ce qui fait les hommes de génie ne sont point les idées neuves, mais cette idée qui les possède tout entier, que ce qui a été dit ne l'a pas été assez. Et c'est comme ça que l'on invente. Ce n'est pas en essayant de trouver d'autres choses. Mais pour parvenir justement à constituer un langage qui me soit propre, le plus simple était donc de revenir au paysage, au nu, au portrait, à la mythologie, à des scènes religieuses, et de faire en sorte que tous ces tableaux dits figuratifs s'enracinent dans une expérience enfantine de l'espace et de la lumière, celle que je découvrais autour de notre maison, qui était, aujourd'hui elle est en pleine ville, autrefois elle était dans la campagne, et le lien entre les tableaux que je voyais chez mes parents et la campagne qui m'attendait autour de ma maison ont créé un lien, j'allais dire, définitif. Et petit à petit, ce sont ces sujets, ces thèmes, ces motifs qui ont été, j'allais dire, absorbés complètement par la peinture. Et pour moi, le motif aujourd'hui, ce n'est pas autre chose que la peinture. C'est la peinture qui est devenue le motif. Merci Vincent, c'est une très belle réponse. Chacun a son micro, Vincent, vous pouvez le garder. Du coup, Damien, j'aimerais que... Alors, je fais avancer les... Ça, c'est encore Vincent, très beau paysage là de Vincent, avec les fameuses fenêtres ouvertes. Et donc, voilà, c'est une très belle pièce aussi. J'avance et je passe sur l'univers de Vincent. Bon, ça, c'est plus le lien avec les mythologies et la mémoire, on y reviendra. Et donc là, voilà, vous avez le travail de Damien Cabane. Alors, Damien, est-ce que tu pourrais, du coup, là, comme Vincent, évoquer simplement la question de... tu sais, c'est intéressant parce que tu me parlais du fait que tu avais un regard quand même à l'origine de peintre abstrait. Tu as été formé aux Beaux-Arts de Paris avec Olivier Debré. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous parler justement chez toi de ce assez original, de comment tu pratiques abstrait, en même temps tu peins des nus sur le motif, après la pratique, comment c'est une nécessité, à quel moment? Très jeune, vers 12 ans à peu près, j'ai vu une peinture de Rothko et je suis vraiment tombé à la renverse. Exprimer avec si peu de moyens, purement picturaux, des choses aussi profondes, aussi humaines, je trouvais ça absolument merveilleux. Et pour moi, c'était vraiment ça, l'essence de la peinture. Donc j'ai toujours gardé le pouvoir abstrait, c'est-à-dire des rapports de forme et de couleur comme moyen d'expression. Donc j'ai été très longtemps dans l'abstraction et au bout d'un moment, je me trouvais je tournais un peu en rond, c'est toujours les mêmes motifs qui apparaissaient. Donc j'avais besoin d'un changement.
Un grand peintre, Reimann, dont il y avait une expo l'année dernière à l'Orangerie, disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était le comment peindre et non pas le quoi peindre. Moi également, ça a toujours été, ça l'est toujours, c'est le comment peindre, mais pas le quoi peindre. Donc pendant très longtemps, je prenais que du comment peindre, c'est-à-dire dans l'abstraction, avec les gestes élémentaires de la peinture, c'est-à-dire des touches, des petites touches, renverser de la peinture, des grandes surfaces. Et finalement, je trouve, le comment peindre devenait presque du quoi peindre. Donc il y avait une espèce de tautologie, il fallait un changement, quoi. Donc une des choses les plus simples, je me suis mis devant le motif. C'est d'abord, il y avait d'abord le nu en fait qui était non, là. j'ai jamais fait de nu. Quand tu étais peintre abstrait, tu pratiquais pas le nu sur le modèle avec modèle, c'est venu après. D'accord. J'ai jamais fait de nu. D'accord. Ouais, un tout petit peu au Beaux-Arts comme tout le monde. Pas de nu en fait, des portraits avec des modèles réels. Voilà, ils étaient habillés, c'était pas des modèles professionnels, c'était le plus souvent les enfants de mes amis, donc j'allais pas les déshabiller. Et j'aime pas les modèles professionnels, ils ont des poses très figées et stéréotypées, donc je préférais les gens de la rue, quoi. Mais que tu faisais au moment où tu étais peintre abstrait? Oui, non, où j'étais sculpteur abstrait. Oui, c'est ça, voilà. Tu étais sculpteur abstrait. Sculpteur abstrait, donc je faisais des boules, des cônes, des choses très simples, et j'avais besoin d'enrichir mon répertoire de formes. Donc je faisais venir des enfants, principalement, parce que c'est plus vivant le corps d'un enfant, parce qu'il est en perpétuelle croissance, donc il interroge toujours l'espace, donc il y a quelque chose de très pictural dedans. Bon, l'anecdote, c'est que mon galeriste était à Paris, mais ses enfants vivaient avec leur mère à Toulouse et ils les avaient dans les pattes à la galerie pendant les vacances scolaires. Donc je lui dis, ça va me faire un motif, tu me les envoies et toi ça te fera une nounou et moi ça me fera des modèles. Et à chaque vacances scolaires, parallèlement à mes sculptures abstraites, voilà, je faisais travailler sur le modèle d'après des enfants qui n'avaient pas de pose stéréotypée d'école des beaux-arts, quoi. En train de jouer, en train de dormir, etc. Après, je suis passé à la sculpture figurative avec la terre et je faisais poser des gens. Et petit à petit, je suis venu au motif dehors ou même à l'intérieur de l'atelier. Voilà, et à l'atelier, du coup, ça peut être le motif des fleurs, en fait, qui est saisi en direct, si je puis dire. Il y a eu des vues d'atelier beaucoup, il y a eu beaucoup, il y avait tous les sujets classiques de la peinture, entre autres les fleurs, pas plus qu'un autre. Mais au moment du Covid, on n'avait plus le droit de faire poser des gens pendant les confinements. Donc j'avais fait une grande réserve de fleurs la veille du confinement, j'avais rempli mon atelier de fleurs. Et je me suis lancé dans ce motif et qui me plaisait beaucoup parce qu'après avoir travaillé plusieurs années sur une figure où la forme est vraiment centrée, j'avais besoin d'éclater la forme et la couleur dans l'espace. Et ça me rapproche de très près de peinture abstraite. Donc ça peut même aller du plus dépouillé jusqu'au plus rempli, jusqu'au all over. C'est un des concepts de la peinture américaine des années 50. Oui. Voilà. Alors, on reviendra sur les histoires de cuisine, j'appelle ça, enfin de la cuisine, de peinture. Axel, est-ce que tu peux nous donner un... Donc, je vous fais défiler un petit peu les peintures d'Axel. Axel, toute ta pratique n'est pas liée à la question de peindre sur le motif. Hein. Tu as une pratique qui est très riche, très vaste. Est-ce que tu peux évoquer comment, à quel moment et pourquoi cette question, tu sais, tu m'avais parlé un peu d'une crise aussi dans ton travail, que tu te remets à être dehors et à avoir envie comme ça, une nécessité. Ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de la nécessité. Pourquoi à un moment dans une pratique de peintre, on ressent ce besoin en fait et cette nécessité de retourner dehors en fait et de se confronter à l'extérieur et par rapport à ta pratique et peut-être donc là on a des images de peinture qui sont réalisées donc sur le motif dehors de paysages.
mais aussi, Axel, comme Damien, tu peins des portraits. Et donc là, c'est pareil, dans ta pratique, t'as des portraits qui sont réalisés spécifiquement à la prima, quoi, en direct, avec des modèles devant toi. Et donc, peut-être là, sur la question du paysage, en tout cas, puisqu'on l'a sous les yeux, est-ce que tu peux nous dire, Axel, comment ça se passe, cette question du motif, à un moment dans ton parcours, comme une nécessité de quitter l'atelier? Donc moi, en fait, C'est très beau, là, ce qu'on a sous les yeux. comme tu l'as dit, je ne peignais pas du tout d'après motif. J'avais été faire ça une fois face à la mer Noire en Bulgarie pour un truc de plein air. J'avais bien aimé, mais j'avais pas compris en fait le lien que j'avais avec ça ou une nécessité, comme tu disais. Et puis je crois que c'est il y a environ 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai une espèce de crise parce que j'ai souvent ça. Mes amis me connaissent bien, j'ai un type assez rigolo, mais en même temps j'ai des grandes angoisses. Et là, je voulais arrêter de peindre, en fait, tout simplement. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Et je voulais arrêter parce que, je sais pas, je voyais pas le sens de rajouter un truc. Et donc, j'accompagne mon fils à un cours de musique à Berlin. Et puis, je me mets dans le square pour attendre que son cours se finisse. Et puis, bon, moi, je suis un peu cubéni, donc j'ai tout le rapport avec la prière et tout ça. Et puis, du coup, je tente le coup, quoi. Donc, je m'assois, je prie et je fais Seigneur, est-ce qu'il faut que j'arrête de peindre? S'il m'avait dit non, j'aurais été emmerdé. Je sais pas ce que j'aurais fait, pour être sincère. Alors, évidemment, il n'y a pas un bonhomme barbu blanc qui arrive pour répondre, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, le texte du jour, c'était Notre Père, donc je l'ai récité. Beaucoup de gens connaissent ça. Et puis, square, mais vraiment sans intérêt. Hein, le truc, il y avait un arbre, mais vraiment l'arbre nul, quoi. Et franchement, il s'est mis en feu, quoi. Tout d'un coup, une espèce d'épiphanie, le truc, il a explosé d'un coup. Et moi, ce que j'ai entendu, alors, c'est difficile d'être avec ce genre de sujet. En tout cas, ce que réellement moi j'en ai ce que j'ai ressenti de ça, c'est pourquoi tu tenterais pas ça, quoi, d'essayer de peindre ce que tu vois, parce que je suis tout le temps avec des photos, tout ça. Et donc voilà, donc ça me rentre dedans. Et alors c'est marrant parce que Damien a parlé du confinement. Je pense que c'est quelque chose qui nous a marqué, l'enfermement. Et juste à la suite du confinement, je suis en train de courir et je me dis, si tu veux faire ça, tu vas pas t'en sortir en faisant ça une journée. Je suis allé, donc ma femme, Florence Aubrecht, était d'accord avec cette idée-là. Je suis allé me mettre 10 jours dans le terrain de mes parents, qui est dans l'arrière-pays niçois, très encaissé, très sauvage. Je suis resté 10 jours sur place, avec des toiles, un chevalet, de la couleur. Voilà. Et j'ai peint pendant 10 jours. Voilà. Parce que je me suis dit, il faut y aller, il faut plonger, il faut tenter le coup pour de bon, quoi. Voilà. Et à partir de là, c'était trop tard, quoi. J'ai vécu quelque chose. Après, peut-être qu'on parle de ce qui se passe plus tard, non? Là, c'est l'entrée dans le truc. Absolument, hein, voilà. ouais. Si tu Donc veux, moi, on c'est parlera. comme ça que ça s'est passé. Ouais, quoi, ok, voilà. merci Axel. Ouais. En fait, on va parler après de comment la question du corps dans le paysage amène à une expérience picturale Donc, particulière. je dormais à pleine étoile, Oui. quoi. Je dormais dehors, ou tente, les étoiles. Parce que chez toi, il y a quelque chose de très physique, en fait, qui est un peu comme chez Damien. On peut avoir un côté performatif avec les grands rouleaux, tu sais, où il marche dessus. Ouais. Donc, on y reviendra. Mathieu, pour fermer cette question, j'aimerais que tu évoques aussi, du coup, je pense que c'est assez... je voulais mettre en avant un peu la singularité de chacun de vos parcours. Et il me semble quand même que à toi et Axel, vous faites partie d'une génération où la question de la photo, du coup, tu sais, elle s'est posée. Peut-être pour Damien et Vincent, du coup, on a parlé de la pratique abstraite parce que c'était aussi leur histoire. Et du coup, nous, la question de la photo qui nous assaille, tout ça. Et donc, c'était intéressant. Tu te souviens, tu m'avais dit que
se pose à toi en fait la nécessité. Alors pour toi, le motif, ça a été quand même beaucoup la maison familiale, donc c'est pas anodin. Et que du coup, tu sors aussi d'une utilisation de la photo qui te convient plus. Et tu te réinscris en fait dans un rapport, tu sais, on avait parlé des modernes, de l'affinité avec voilà, Van Gogh, toute cette histoire de la matérialité en fait, hein, de la sensualité de la peinture. Alors comment ça se passe, Mathieu, pour toi? Alors ça se passe, je rejoins un peu mes collègues. En fait, la nécessité, elle est venue pendant la fin de mes études où et je voulais développer une singularité dans mon travail. Et c'est vrai que un jour, je me suis dit, en fait, donc ça a commencé dans la maison de mes grands-parents, donc toute fin de mes études, j'avais 27 ans, donc une maison familiale. Et en fait, l'idée, c'était que j'avais un tas de choses autour de moi qui me permettaient de peindre, quoi. Tout était peint et on revient sur ces histoires de plus comment peindre que quoi peindre. En fait, là, j'avais choisi un sujet général et comment peindre, c'était justement ce que je faisais. Après aussi, je rejoins aussi Axel là-dessus, c'est que en fait, moi, je travaille en atelier et le motif. Au début, c'est plutôt atelier, donc c'est de mémoire avec dessin. Et ensuite, je passe sur le motif et c'est à la fin où généralement je retermine le tableau, je le rééquilibre à l'atelier. Et ça m'arrive aussi de faire certains tableaux complètement à l'atelier, donc d'après dessin et mémoire, et puis d'aller circuler dans la maison pour voir 2-3 choses. Mais c'est vrai que le motif, c'est quand même quelque chose qui m'apporte toujours. Là, on parlait de crise, ça je pense que tous les peintres en rencontrent par moment. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très pur, entre guillemets, à aller sur le motif. Parce que là, on est entouré de tout ce qu'il faut sur place, c'est plutôt agréable, souvent dans un extérieur. Et d'une certaine façon, on se ressent peut-être un peu plus, moi je le ressens comme ça, sur l'essentiel de la pratique. Et oui, ça peut aider à des moments de... En fait, c'est un vivier c'est un vivier de formes, de couleurs. Et je pense en fait que ça évite l'hermétisme du côté clos de l'atelier, en fait, tout bêtement. Mais je crois que c'est le problème aussi en littérature, c'est pareil. Vous savez, cette histoire de la littérature où après on est dans la littérature qui regarde la littérature, qui s'auto-regarde, Il y a quelque chose à un moment donné où en fait on est... L'autoréférence, en fait, en peinture, c'est pareil. Il y a une nécessité d'ouvrir en fait aussi au souffle de la vie, en fait, tout bêtement, pour que l'œuvre effectivement se remette en mouvement. Et du coup, pour toi, Mathieu, le fait d'être dans l'espace que tu vis, Ouais. c'est aussi donc une façon de... Tu vis les différents points de vue, les textures, ça nourrit évidemment. Il y a ça, et puis on revient sur la photo qui a tendance à tout aplatir et puis à rendre les choses très normées. Alors que c'est vrai que quand on circule dans un espace, on perçoit les pleins, les vides, les matières de manière assez différente. Et moi, de mon point de vue, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez absolu où en fait on va un peu au-delà de juste la représentation. Et là, on revient sur abstraction, figuration, où à mon sens, ça a été peut-être d'actualité à une époque, mais en fait, pour moi, les deux restent de la peinture ou une pratique artistique. Et en fait, ça n'empêche que... En fait, on peut avoir un plaisir de la touche ou du motif. Et quand je dis motif, c'est plutôt la géométrie ou la construction, en peignant sur le motif. En fait. Et ça permet aussi, à mon sens, de développer un vrai langage singulier. Bien et sûr. de manière assez simple, dans le sens sans chercher quelque chose d'incroyable que personne n'a trouvé avant. En fait, on est dans une continuité, oui, mais... moi, ça me paraît un peu prétentieux de dire que tout a été fait et que en fait, c'est circulé, il n'y a plus rien à voir. Absolument. Et du coup, là, tu ouvres sur une question essentielle, Mathieu. Oui, vous pouvez remettre le... Oui, merci, t'es gentil. Alors là, voilà, on repart sur Vincent. Donc, deux choses. Tu as raison de signifier que c'est un peu obsolète, en fait. Abstraction, figuration. Vous sachiez que c'est vrai que dans le discours... l'art moderne, à un moment, on a défini, en fait, je sais pas, ça, c'est surtout avec la question de l'après-guerre, en fait, et l'émergence de l'abstraction américaine, en fait, qui prend l'école de Paris, passe à l'école de New York, et donc on a cette espèce de flamboiement, et on a tendance là à définir, en fait, en termes d'opposition, le champ de l'abstrait et le champ du figuratif. Cette dichotomie, elle est complètement dépassée, en fait, avec ce que certains ont appelé postmodernité. Bon, moi, je ne suis pas pour cette notion particulièrement, mais en tout cas,
depuis les années 80, 90 aujourd'hui, on a effectivement les pratiques en fait de peinture montrent que par leur hybridité, la question en fait de l'abstrait et du figuratif. Enfin, en soi, Eugène Leroy disait toute peinture est une abstraction en fait. Figurative et une figuration abstraite, et même de Kooning disait ça. Enfin, il y a les deux notions qui sont liées dans une peinture de par essence. Alors sur cette question justement de abstraction figuration, il me semble qu'il y a cette notion donc de modernité que personne n'a évoquée, mais que chacun en fait vous avez traversé. C'est comment vous avez construit en fait des peintures et des univers singuliers, mais en ayant du coup, comme toute peinture vient de la peinture, traversé des affinités et des compagnonnages avec justement les portes ouvertes par les modernes historiques. Matisse, Bonnard, bon, bien que Bonnard dessinait, mais ne peignait pas sur le motif, mais dessinait en tout cas pour la couleur à l'atelier. Il a ouvert aussi des portes. Monet, Cézanne, Van Gogh, Mathieu, on a évoqué. Bon, Cézanne pour toi, Damien. Il y a évidemment un compagnonnage avec ces peintres modernes. Pourquoi ? Par rapport à cette question de l'idée de sensation, traduction, sensation, traduire en peinture. Alors j'aimerais, Vincent, que vous parliez en fait de ces questions. Il y a deux choses, c'est un peu une question à tiroir. Hein. Vous me pardonnez et puis vous prenez ce que vous voulez prendre. Sur la question donc, de la traduction en peinture des sensations du dehors. D'abord, sur les petites peintures que vous réalisez, il me semble qu'il y a une différence en fait significative, et c'est intéressant d'y faire un sort. Sur les grandes peintures que vous faites à l'atelier, qui sont en fait des peintures dont on pourrait dire plus composées en fait, et qui effectivement dans leur formalisme et dans l'utilisation de la couleur comme physicalité, hein, un peu, qui vient justement de cet héritage abstraction Matisse revu par tout ce que vous avez digéré et réinventé après. Mais en tout cas, il y a une forme de continuité avec justement la libération de la couleur que vous avez éprouvée avec support surface, tandis que dans les peintures, celle-ci, c'est vrai que dans les choses récentes que vous exposez actuellement, il y a un peu les deux, même avec les grands formats. On retrouve une touche très libre, un peu qui rappelle justement les petits, très empâtés, qui rappelle les petits formats que vous réalisez sur le motif. Donc déjà, sur les petits formats, Vincent, quand vous cherchez la texture pour rendre compte d'un nuage, ce que vous faites admirablement bien, Numan Bursin dit que vous êtes le plus grand peintre de nuages contemporain, et il a raison. Je pense que vous peignez les nuages d'une façon particulière, avec cette sensualité de la peinture, ou alors pour rendre la sensation des rochers. Donc, qu'est-ce qui fait spécificité pour vous, vraiment, quand vous êtes sur les petits formats très libres ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, je ne peux pas répondre directement à une question de ce type, mais j'appartiens à une génération qui a considéré que l'abstraction était le progrès objectif de la peinture au XXe siècle. Ça, c'est ce qui caractérise la sensibilité de ma génération. Ceci étant dit, bien qu'ayant fait pendant longtemps des tableaux non figuratifs, je n'ai jamais cessé d'avoir dans ma poche un carnet, un crayon, et de faire des croquis sur la nature. Ou ma boîte d'aquarelle, petite boîte d'aquarelle anglaise, qui fait que je n'ai jamais cessé, même au moments les plus stricts de ma peinture abstraite, de quitter un rapport avec le monde qui m'entourait, parce que c'est au fond ce que j'aime le plus. Mais quitter la sensibilité de sa génération pour découvrir la sienne propre demande du temps. Et c'est en peignant justement des tableaux non figuratifs que je me suis rendu compte que petit à petit, ils avaient tendance à exprimer la troisième dimension, qui est l'expression de l'espace, le sentiment d'habiter l'espace et également d'être sensible à la lumière, car la lumière, regardez ce qui se passe ici, c'est la seule chose que les hommes n'ont pas su abîmer. La lumière est un mystère absolu et qui est j'allais presque dire, qui est le grand sujet de la peinture. Et donc c'est progressivement que ces tableaux ont communiqué le sentiment de la troisième dimension. Mais je me souviens, j'ai eu pour ami, vraiment un véritable ami, Michel Parmentier, dans les années 60. Je l'avais rencontré aux Beaux-Arts à Paris. Et vous savez qu'il a fait des bandes
extrêmement strictes, des bandes blanches et bleues alternées, peintes avec du ripolin. Et un jour, il me montre un de ces tableaux, il me dit, tu vois, on ne peut pas aller plus loin que ce que je viens de faire. Et ça ne peut faire penser à rien. Et je lui dis, ben moi, ça me fait penser au port de Sète. C'est-à-dire que la subjectivité profonde des êtres est toujours plus forte que l'objectivité de la pensée. Et c'est pour ça que la peinture ne cesse jamais de bouger et d'évoluer. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la réponse qui a été donnée par la génération qui nous a suivis à support surface, c'est la figuration libre. La réponse à support surface, c'est la figuration libre. Et mes camarades qui m'entourent ne revendiquent peut-être pas ce vocabulaire, cette étiquette, mais néanmoins, tout ce qu'ils font, et que je connais mal, mais ceci étant dit, sont des réponses nouvelles à ce que nous avions cru totalement immobile et voire définitif. Oui, absolument. Et Vincent, est-ce que vous pouvez faire un sort à l'idée, j'entendais quand vous êtes dehors sur les petits formats, la question de la synthèse. Vous savez, on avait parlé de coraux ou de comment, en fait, quand on est amené à... Les choses vont vite, quand la lumière change, quand la lumière... C'est très difficile d'arriver à synthétiser les sensations. Et donc, du coup, si on devait parler de filiation, c'est toujours la filiation à l'abstraction qui ressurgit là, ou aussi, par exemple... Alors, d'abord, je ne sais pas si sur le mur, là, oui, il y a les mêmes colorations que là, mais là, je suis absolument terrifié par les colorations de ma peinture. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un souci de teinte. Hier, on était bien. C'est pas du tout ça. Bon, ouais, non, là, c'est un peu flashy. On est dans les verts fluo. Lorsque je vais... Ceci dit, Vincent, là, c'est quand même différent, mais c'est quand même pas... Oui. Alors, au mois de fin juillet, début août, je vais régulièrement entre Carnon et Palavas habiter dans un chalet qui donne sur la mer. Et là, je fais une moyenne de 6 à 8 aquarelles par jour, 3 ou 4 le matin, 3 ou 4 l'après-midi. Et toujours sur le même sujet. Je ne bouge pas, je fais exactement la même chose. Et aucune de ces aquarelles ne ressemble à la précédente ou à celle qui va suivre, car il y a une sorte de... Ma main, la lumière et la couleur dictent ma main et mon imagination. Et c'est à partir de ces notes que je parviens à faire des tableaux plus grands et en essayant de plus en plus de leur donner un aspect vivant et improvisé pour finalement créer du futur en moi-même. Parce que quand on a mon âge, si on n'a pas de futur, eh bien, on fait partie de la nécrologie. Et donc, il faut avoir du futur, et le futur, on se le fabrique par l'amour de la vie et de son travail. Merci Vincent, c'est une très belle réponse. Alors Damien, j'aimerais qu'on arrive à synthétiser, c'est pas forcément évident, cette question de la présence extérieure et de la question de la traduction de la sensation. En fait, on avait évoqué tous les deux, il me semble, peut-être des choses qui étaient intéressantes sur... tu te souviens, on avait évoqué la question de Cézanne dans cette idée de traduction et aussi la question de la phénoménologie en fait, de la perception. Tu avais évoqué Merleau-Ponty et j'avais trouvé ça très juste parce que pour moi, Merleau-Ponty, d'ailleurs, on évoque phénoménologie un peu à tout vent, sur beaucoup de peintres d'ailleurs qui font des peintures de paysages, mais justement pas un extérieur d'après photo. Et en fait, je pense que c'est un contresens parce que Merleau-Ponty, d'ailleurs, il définit la phénoménologie de la perception en pensant d'ailleurs à Cézanne ou à Van Gogh. Et on est vraiment dans l'idée c'est un terme un peu barbare, mais en fait c'est très simple, de cette espèce d'union entre le corps qui est dehors et qui voit, et ce qui est vu. Et donc, en fait, l'œuvre, elle va matérialiser à la fois le motif qui est représenté, donc, je sais pas, le tournesol pour Van Gogh, et en même temps, vous allez sentir dans le travail de la matérialité le geste et l'émotion de l'artiste. Donc là, on a tout.
Et ça mène après à l'expressionnisme, Van Gogh, Soutine, ce qu'on voit c'est ce qu'on ressent ça passe par, donc et ça transforme et ça déforme. Pas pour déformer, pour le vouloir, juste pour rendre compte d'une sensation en fait, et pas par désir de déformer ou d'abstraire. C'est un peu la conséquence logique, vous voyez, mais c'est pas le motif. Alors Damien, comment toi justement, peut-être par rapport au travail en rouleau, qui est très particulier, comment ça se passe? Tu vas passer un temps donné, que ça peut être plusieurs heures. Comment tu fais pour synthétiser tes sensations et comment ça se passe, cette filiation à la modernité et en même temps, après, comment tu t'en démarques? D'après photo, parce que Oui. j'ai besoin d'avoir mes sens stimulés. Je ressens rien sur une photo. Je continue bêtement à en faire quand il y a des motifs qui me plaisent dans la rue et que je ne peux pas aller les peindre. Et puis, bon, une fois que j'ai la photo, je ne ressens plus rien. Donc, il faut aller sur le motif. Tout à l'heure, on parlait de crise de peintre. Mais le simple fait d'exister, c'est une grosse crise. Parce qu'il y a le monde intérieur et il y a le monde extérieur. Absolument. On est être au monde, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même un problème important. Hein. Hegel, dans l'esthétique, compare la création artistique à un enfant qui jette des cailloux dans un lac pour faire des ricochets, pour essayer de s'approprier le monde extérieur froid, hostile par le simple fait qu'il est extérieur. Donc la création artistique, c'est peut-être une manière de... Voilà. Le contact avec le monde extérieur, c'est ce que nous propose Sens. Pour un peintre, en particulier, le sens de la vue et aussi celui du toucher. Il y a la touche du pinceau. Donc pour en revenir à Merleau-Ponty, je crois, de mémoire, c'est dans Le visible et l'invisible, il y a un très beau texte, absolument magnifique, qui parle du voyant et du visible. Le voyant et le visible s'approchent très proches, mais se côtoient, mais sans se fondre l'un dans l'autre, comme la plage avec la mer. Si l'un se fondait dans l'autre, si le visible devenait du voyant, il n'y aurait plus de visible et vice-versa. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc quelque part, il y a une unité qui se divise par moi et le monde. Donc ma manière c'est d'essayer de retranscrire tout ce que me propose le sens de la vue. C'est un ensemble de sensations qui sont reliées entre elles. Mais qu'est-ce qui les relie? Ce qui les relie, il n'est pas vu. Hein. Il n'est pas empirique. Il est totalement dans l'a priori. Il y a un sens interne. Les philosophes appellent ça, je crois, la perception. C'est-à-dire que toute sensation en revient sur le sens de l'unité intérieure. Et c'est ça qui nous permet de voir toute la diversité du monde. Donc peindre, c'est une manière de faire une marche arrière, c'est-à-dire de tout absorber, toute la diversité du monde et de la faire revenir à l'unité. Et peut-être que par ce moyen-là, la dualité entre moi et le monde peut s'évanouir. Elle revient à une unité originaire. Et voilà. Et chez Cézanne, c'est très important parce que ce qui relie chaque touche de peinture, l'acte de peindre se superpose complètement avec l'acte de la vision, l'expérience de la vision. Et tu te souviens, on avait évoqué d'ailleurs chez Cézanne les réserves. Voilà, j'en viens. Ouais. Socles aux différentes sensations. Donc c'est ce qui relie chaque sensation. Cézanne a le culot et de le représenter d'une manière visible, alors que c'est totalement invisible. Et on le retrouve dans les réserves blanches. Donc sous-jacent à toute la peinture, on ressent le fond blanc indivisible, permanent. Vous voulez réagir sur ce que dit Damien, c'est parce que c'est intéressant. Les réserves dans la peinture de Cézanne sont absolument essentielles et elles correspondent à ce qu'il disait lui-même. Le contour me fuit. Je suis incapable d'enfermer une forme par une ligne. Et donc, Jacques-Émile Blanche, le portraitiste,
qui avait plus d'humour que peut-être de connaissance profonde de l'art de Cézanne, disait qu'il avait la prudence d'un sous-officier lorsqu'il peignait. Et néanmoins, lorsqu'on considère toute la série des montagnes Sainte-Victoire, on s'aperçoit qu'il invente une forme de la peinture contemporaine, mais que ce dont il parle, c'est de la création du monde. Car ces montagnes qui se succèdent surgissent comme si le monde était en train de se créer sous nos yeux. Et c'est ça qui est une chose très très impressionnante. Axel, tout à l'heure, on reviendra là-dessus, je pense que ça te parle. Damien, juste, est-ce que tu peux terminer sur, rapidement sur peut-être, tu sais, sur comment... Parce qu'on parle de Merleau-Ponty, je pense que la question du corps aussi, elle est... Comment ton corps va... Tu sais, un poignet, le geste du poignet qui va faire la fleur, Oui, je parlais du tactile tout à l'heure. Donc, parallèlement à l'expérience du visible, quand on peint par la touche, par le pinceau, on a l'impression de palper le visible pour lui donner plus de consistance, plus de vérité. Donc on s'aperçoit quand la main c'est un objet sensible, et tout le corps d'ailleurs. En même temps, il fait partie du monde extérieur. Quand je suis dehors, un arbre, une maison, mais il y a aussi ma main qui fait partie du monde extérieur. Mais en même temps, il fait aussi partie, c'est un intermédiaire, fait partie du monde intérieur. Et la main, ça remonte au bras, c'est une espèce de graine, et je ne sais pas jusqu'où ça remonte. Voilà. Merci Damien. Axel, est-ce que tu pourrais maintenant évoquer, alors j'essaie de cibler pour que tu puisses synthétiser au mieux, parce que c'est des questions vastes en fait, et puis sur lesquelles on a beaucoup échangé, et c'est très, très riche. J'aimerais que tu évoques peut-être, tu sais, l'expérience que tu as faite. Donc j'ai amené la photo ici pour que vous voyez. Parce qu'en fait, là, on est un peu dans une expérience atypique et je pense que c'est intéressant de la partager au public. Je vous montre le tableau et je vous montre l'image d'Axel en contexte d'une toile qui fait 2,50 m et qui a été donc vraiment transportée dans un endroit très encaissé, dans des rochers où l'artiste a dû passer 72 heures à peindre, mal assis, en se levant pour pouvoir accéder au haut du tableau. En même temps, il n'a pas accès à toutes les zones. Donc, il y a vraiment un rapport très physique, très corporel à ce travail qui donc est censé représenter une rivière. Donc, vous l'avez ici sous les yeux. Et qui, en fait, va mener à toute autre chose, enfin, à une rivière aussi, mais et qui en fait, rejoint tout ce qui a été dit sur figurer, abstraire, la présence du corps, cette idée de la création dont vient de parler Vincent à propos de Cézanne. Et en fait, c'est intéressant parce que, Axel, ici, tu es un peu sur une ligne de crête qui va aller, donc le grand format, l'expérience de la couleur physique de Pollock, de Monet, très ambitieux dans l'idée de base, enfin, tu sais, un projet comme ça. En même temps, Cézanne, Van Gogh, tu sais, l'idée que le paysage te mène après au corps, qu'il y a quelque chose et vraiment la sensation qu'en fait, la fatigue, l'épreuve du corps fait que du coup, tu vas arriver à quelque chose qui à la fois cherche l'unité, et en même temps est complètement dans un kaléidoscopique de sensations et de pulvérisation en fait finalement de l'unité de l'image, et que c'est dans un entre-deux. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette expérience particulière que tu as vécue ? En fait, pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut comprendre que malheureusement, moi je suis... Au départ, je suis pas vraiment réaliste, quoi. Le réalisme, pour moi, c'est Piala, par exemple. Ça veut dire que finalement, l'histoire, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer quand il va commencer à filmer. Il va apprendre, il va regarder, quoi. Moi, je vois rien. Mon épouse, Florence Obrecht, elle voit. Dans la rue, elle dit, tiens, regarde. Moi, je vois rien. Je serais plus comme quelqu'un comme Stanley Kubrick ou des gens comme ça. À la base, je suis plutôt un essentialiste. Ça veut dire que il y a un côté dictatorial de faire table rase et dans le blanc de commencer à poser ses pions, quoi. Sauf que j'ai une grande admiration pour le réalisme.
Et pour ça, j'avais une entrée, c'était les gens. Moi, le réel, je vois rien. La lumière dont parlait Vincent, j'ai commencé à les voir à travers les tableaux, plus qu'en vrai, quoi. Par contre, je l'ai senti dans les gens, dans les personnes. Ça me marque. Donc ça a été l'entrée dans le réel. Et après, donc là, ça m'amène à revenir à tout ce qui s'est passé sur la relation avec le motif. Donc, comprenant le personnage que je suis au départ, je me suis utilisé comme un personnage que j'ai mis dans un processus. Il faut comprendre que quand je suis dans la nature, je vois rien. Je comprends pas ce qui se passe autour de moi. Je suis vraiment un aveugle, moi. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Par contre, je me dis, grand tableau. Ça me semblait une idée qui me convenait. Donc j'ai fait un grand tableau. Je l'ai tendu sur place et je l'ai amené dans la rivière de mon enfance. Donc là, j'étais déjà pris dans le truc, quoi. Comme quand on rentre dans un télésiège ou dans une télécabine, une fois qu'on l'a pris, on est emmené, quoi. Et en fait, moi, j'essaie juste de peindre ce que je vois. Et je sais qu'il y a Abel qui est là. Je sais qu'il y a Paul qui est là. Il y a des peintres sur le motif qui sont là. Ils connaissent ça. Je sais pas s'il y en a d'autres. qu'on a écrit, oui. Vous pouvez lever les doigts, ceux qui peignent sur le motif. Abel qui a été l'élève, qui connaît très bien Vincent Bulas, qui était effectivement qui a une pratique sur le motif qui est très très importante dans son travail, un très grand peintre de notre génération. Moi, la photo, c'était parce que c'est un objet très pauvre, en fait. Donc on peut raconter plus que ce qu'il y a. Ça renvoie vers l'imaginaire. On invente. Le réel, c'est impossible, il y a tellement qu'on est toujours en dessous, en fait. Axel, est-ce que tu peux évoquer la façon dont... Parce que j'ai peur que tu glisses vers la question après de la mémoire, et c'est un peu la dernière partie de notre échange. Ouais. Je voudrais juste que tu évoques, tu sais, la question de la façon dont tu te mets dans une position en fait, qui nécessite du coup que les points de vue changent. Les temporalités aussi, tu les prends en compte, c'est-à-dire la lumière va changer, donc tu te lèves, tu es gêné, tu reprends. Et comment du coup... la manière de poser, en fait, tout bêtement, tu sais, la touche, et que du coup, tu arrives à quelque chose qui est presque fragmenté. Tu sais, à la fois, tu veux rendre compte de quelque chose que tu vois, mais à la fois, tu vas abstraire, en fait, quelque part dans le rendu. Ouais, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que, par exemple, là, il faut bien comprendre que ce motif-là, moi, j'ai peint 70 heures, mais en fait, c'est 3 semaines, quoi, sur place. Et... quand il y a de la lumière ici, il n'y en a pas là. La lumière, elle bouge tout le temps. Donc, ça n'existe pas, cette lumière-là sur ce paysage-là. Enfin, rien de tout ça n'existe. Je savais qu'à telle heure de la journée, j'allais peindre... En fait, souvent, je cherchais à peindre les endroits où il y avait de la lumière. Par exemple, là, dans les arbres, là-haut, c'était de la lumière, c'était vers 14h. C'était après déjeuner, vers 14h. Et il fallait que je me mette debout pour peindre là. Donc, c'est des endroits très désagréables à faire pour moi, cet endroit-là. On le sent dans le tableau que vraiment c'est souffrant d'ailleurs dans le corps. Là, en bas, c'était très agréable, j'étais assis, etc. Donc, le truc, c'est que quand on essaie vraiment de copier le réel, ce qui est idiot en fait, ce que j'ai essayé de faire, mais c'est idiot, le temps qu'on regarde, la lumière a déjà changé en fait. Donc, on est constamment dans cet exercice-là parce que il y a un vrai peintre un peintre qui a l'habitude sur le motif, il arrive à synthétiser, où il sait pourquoi il est là, il va faire un grand plan coloré d'un truc, il va choisir. Moi, je suis incapable de voir ça. Je vais vraiment essayer de copier, quoi. Donc, en fait, c'est des touches d'espace qui changent en permanence, en fait. C'est l'affaire de... Pour revenir, du coup, le côté héraclitéen, tu parlais d'Hegel tout à l'heure, le côté héraclitéen, le mouvement, tout ça, il est venu fracturer le Parménide en moi, quoi, l'essentialiste.
ça a cassé ça. En fait, peindre sur le motif, c'est la lumière, elle fait brèche quoi dans le cerveau. Ça veut dire que mon cerveau de dictateur, organisateur, a été mis à mal en fait par l'expérience de ça. Vincent, vous vouliez réagir à ce que dit Axel? Intéressé dans ce que tu dis, c'est que quand tu étais devant ce qu'on appelle sur le motif, tu ne voyais rien. Bon. Et il m'est arrivé une chose assez semblable. Je suis allé peindre un jour sur les bords de l'Hérault avant de prendre d'aller jusqu'à Saint-Guy-le-Désert. Et là, j'ai eu envie de peindre. Et j'ai eu envie de peindre parce que j'ai vu le pont de Narny de Corot. Et c'est le pont de Narny de Corot qui m'a permis de peindre. Parce que c'est la peinture qui me montre le réel. Très très belle réflexion, bien sûr. Giacometti disait « Je sais ce que je vois que quand je le peins ». Voilà. Axel, est-ce que je peux donner la parole à Mathieu pour l'histoire du corps et on revient à toi pour l'histoire de la mémoire qui remonte, tu sais, parce qu'il y a mille choses à évoquer. Alors du coup, Mathieu, est-ce que tu peux juste nous parler de cette... il me semble que chez toi, comme d'ailleurs Axel, parce qu'il a évoqué la question des temporalités, ça me fait réagir aussi là-dessus. Comment du coup, ce qui fait quand même la singularité de tes grands paysages récents, tu sais, on avait parlé de Hockney, qui fait, mais avec, dans l'idée des familles, mais tu vas du coup synthétiser en fait différentes temporalités sur le passage de la lumière et comment tu homogènes alors, j'ai le même genre de problématique, c'est-à-dire le temps qui passe et donc la lumière qui change. Alors comme la plupart des tableaux, enfin celui-là par exemple, il a été peint sur le motif, donc c'est une rivière un petit ruisseau qui est pas loin de l'atelier. Et ce qui se passait, c'est que j'y allais tous les jours. Il me semble que ça a dû durer 8 à 10 jours, quelque chose comme ça. Donc d'affilée, il y avait peut-être eu une rupture à un moment, le temps d'un week-end. Et donc en fait, quand je suis sur place, généralement je commence à midi. Enfin, tu sais, les horaires, parce que le matin, je fais autre chose que de la peinture. Donc c'est autour de midi et demi jusqu'à 19h le soir. Décomposé en différents temps de travail, c'est-à-dire que c'est 1h30, 1h, 1h30. Et en fait, ça c'est des trucs de tambouille, mais c'est quand même important. Et le truc, c'est que là, par exemple, j'ai commencé à travailler une partie en commençant à midi et demi. Je n'ai pas tenté de la terminer sur l'instant. Après, je circule et en fait, en reprenant le lendemain, si tu veux, je recommence par la même partie et après, la circulation, elle fonctionne de la même façon. Et sachant que là, c'est 2 panneaux et donc les 2 panneaux, je les ai travaillés indépendamment dans un premier temps et c'est dans un deuxième temps où je les ai travaillés sur place, peut-être 1 ou 2 journées ensemble pour essayer d'homogénéiser et puis créer du lien entre les 2 formats. Et ensuite, après, il y a un travail, les aplats par exemple sur la droite, ça c'est plutôt fait à l'atelier, mais suite à des notes entre guillemets, c'est-à-dire des ratés, parce que ça me plaisait pas ce que j'avais peint ici, et en fait j'avais suffisamment d'éléments sur la toile pour pouvoir réinterpréter la chose de la manière dont j'avais envie de le présenter à la fin. Et alors, quand tu fais les intérieurs qui sont donc... sur le motif quelque part, parce que tu es chez toi. Mais du coup, est-ce que c'est pareil, le travail de la lumière aussi c'est à peu près le même fonctionnement pour tous les tas. Là, je peignais la semaine dernière 2 plantes dehors, un petit cerisier en fleurs. Là, on peut parler de Van Gogh. Et ainsi qu'une espèce de plante ornementale qui fait plutôt buisson avec des feuilles jaunes et vertes. Et en fait, oui, je les ai travaillés chacun 3-4 jours. Et après, chaque partie, je la travaillais à la même heure tous les jours, en essayant de calculer la météo, c'est-à-dire que j'ai pas un jour très ensoleillé, l'autre... parce qu'après, ça change un peu toute la composition et aussi l'intention. Et le truc, c'est que chaque partie... et comme disais, j'avais un talk avec une critique d'art jeudi par rapport à ces tableaux que je vais présenter en juin. Et en fait, elle trouvait que ça faisait presque comme un collage. Alors là, je lui dis, le collage, c'est un médium en soi, c'est pas de la peinture. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ensuite, et parce qu'en fait, chaque partie c'est-à-dire la plante a été travaillée d'une façon, le sol d'une autre, il y a un morceau de pelouse aussi, le mur derrière la plante, et puis il y a un petit peu d'horizon. Et en fait, de manière assez méthodique, j'ai divisé tous ces différents espaces en différents temps. Et après, en essayant de créer quelque chose d'homogène quand même dans ce qu'on peut voir, comme ici. Enfin, là, ce que je décris, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, mais là, c'était la
la même attention. Et en fait, parce que par exemple sur la droite, c'est plutôt une lumière de 15 heures, alors que sur la gauche, il me semble que c'était avant. Et c'était de sorte à avoir l'effet, enfin la lumière du côté droit et garder cette espèce de côté ombre plus Oui, c'est ça. Ce qui est singulier là, c'est ta synthèse sur... parce qu'en fait, on a la modernité ouvre des portes. On pense tous à Monet, en fait, dans cette idée d'instants lumineux différents. Mais du coup, chez Monet, c'est souvent l'idée de la série, en fait. Et toi, c'est plus l'idée de comment synthétiser au sein d'une même... Justement, là, de par mon travail, je la fuis, la série, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Après, ça m'arrive souvent de refaire les mêmes motifs, mais généralement, il se passe du temps entre les deux, ou si j'en refais 2 d'affilée, c'est parce que justement, il y a une question qui m'intéresse dans le tableau et que j'ai pas assez poussé, et qu'en fait, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Oui. Et donc passer à autre chose. Et donc oui, non, je travaille pas d'après-série. C'est en fait, on revient sur cette histoire de quoi peindre ou comment peindre. Absolument. Moi, j'ai choisi mon quoi peindre, et maintenant, c'est comment je peins, c'est ma question quotidienne. Absolument. Et d'ailleurs, tu sais, je trouvais que les petits formats... Alors là, je vois pas bien, mais j'ai l'impression que là, c'est pas très représentatif. Ouais, lui, il est un peu plus grand. Oui, il y en a qu'un, il me semble. Il y en a... Je suis avec les... Tu sors de la narration, tu sais, des grandes compositions, et où il y a vraiment, là, du coup, tu mets vraiment énormément de matière. Tu sais, c'est des petits formats où tu as vraiment... Oui, bien sûr. Et donc là, c'est carrément ce que tu recherches, c'est la texture là, en fait, parce que ça donne un espèce... c'est la texture, et après, parce que aussi, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours un rapport d'échelle dans mon travail. Et en fait, les petits tableaux, en fait, ils sont liés à la taille des plantes. Et après, les histoires d'empattement assez abondants sur ces formats-là, c'est venu un peu par hasard. Et juste l'anecdote, c'était que mon fournisseur, qui doit être aussi ce certain donc marin, à la naissance de mon fils, m'avait donné un tas de tout petits tableaux comme ça. Il en a utilisé 2-3, mais en fait, c'est moi qui m'en suis servi. Et sachant que je n'avais pas l'habitude de travailler, parce que c'était des formats qui font 22 cm sur 14, donc je n'avais pas vraiment d'idée de comment me l'approprier ce format, parce que je ne travaillais pas et ça me paraissait compliqué par rapport à mon boulot. Et en fait, ça a été d'abord des palettes que j'ai essuyées dessus, de sorte à préparer une sorte de fond et avoir une économie circulaire, c'est-à-dire de ne pas jeter ma peinture. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Et à la fin, en fait, la première, c'était une touffe d'herbe que j'ai décidé de peindre. Et en fait, ça donnait une espèce de fragment. Et voilà, visuellement, c'était assez intéressant. Et aussi dans le sens aussi. Et en fait, ça a été assez empirique comme cheminement, parce que ça n'a pas été décidé dès le début. Mais en fait, et souvent comme ça aussi à l'atelier, les choses, elles sont vivantes. Là, on revient sur sortir, rester, aller sur le motif et rester. Absolument. Le fait de rendre l'atelier vivant, et ça y contribue, ce genre de petites actions, je dirais, gratuites. Voilà. Alors, et du coup, j'aimerais qu'on ouvre sur merci Mathieu, sur la dernière question qui me semble hyper importante, à nouveau avec des tiroirs. Parce que Vincent a parlé tout à l'heure de cette histoire avec Corot qui me semble très intéressante et qui ouvre la question pour moi de la mémoire. Quand on regarde un paysage, donc on est sur l'idée de la phénoménologie du regard sur l'instant présent, on est là, on voit, et en même temps il y a l'intériorité qui ressurgit, le dehors, dedans, extérieur, intérieur. Et ce qui est très étonnant, c'est que, d'ailleurs, vous citiez Corot, Vincent, il y a cette... Abel, je crois que c'est toi qui m'avais parlé de cette phrase de Corot qui dit, en s'amusant, en parlant du pont de Narni, un passant lui dit, à propos d'un pont qui est ou qui n'est pas, il dit, je l'ai vu en passant. En fait, Corot réinventait sans cesse les choses entre ce qu'il voit et ce qu'il réinvente. Et aussi, il ajoute des éléments qui renvoie en fait à la grande peinture. On a une espèce de télescopage entre le paysage réel qui est vu et des éléments, des nus qui dansent, des bacchanales, des choses qui renvoient à la grande tradition classique. Donc il y a un télescopage entre... il est à cheval entre tradition classique et modernité, entre ce qu'il ressent sur le motif, ce qu'il voit, et en même temps comment l'idéal et le fantasme, l'idéal de la peinture travaillent en fait ce qu'il voit. Alors j'aimerais que vous évoquiez tous les quatre justement cette question
du va-et-vient entre dehors, ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et en fait, j'ai une petite phrase là, je vous la donne, comme on est dans l'idée d'un peu approfondir la question. Je la trouvais vachement intéressante parce qu'en fait, c'est une citation de Walter Benjamin que j'apprécie beaucoup en fait pour plusieurs raisons dans mes recherches sur l'histoire d'un concept vivant de l'histoire. Sa pensée, elle est très importante en fait, je trouve, et il a un regard sur la peinture qui est très étonnant. Et Walter Benjamin a écrit des carnets où il évoque des choses sur la peinture et il est allé voir un Cézanne. Alors, j'ai pas le tableau et la référence. Je vous dis en fait ce qu'il écrit d'un tableau de Cézanne, qui est un paysage en fait de Cézanne réalisé sur le motif. Et il dit ceci. Il m'a semblé, dans la mesure où on saisit un tableau, qu'on ne pénètre pas dans son espace. C'est bien plutôt son espace qui se porte en avant. D'abord, à différents endroits bien précis, il s'ouvre à nous dans les angles et les coins, où nous croyons pouvoir localiser des expériences très importantes du passé. Il y a quelque chose d'inexplicablement connu à ces endroits. Et en fait, il continue en évoquant en fait que pour lui, cet inexplicablement connu le ramène au temps oublié de l'enfance. Et il évoque la mémoire involontaire de Proust. J'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport à cette idée du glissement justement entre Axel, tu y viendras pour ton expérience, comment la mémoire de l'enfance, de l'Iran va ressurgir dans ton expérience. Damien, peut-être sur cette question aussi de l'enfance, tu auras des choses à dire. Mathieu, idem, mais je voudrais qu'on commence par vous, Vincent. À la fois peut-être, soit pour la question coraux, comment vos grands paysages aussi à l'atelier vont après glisser du motif vers toute la grande mémoire de la grande peinture de classique et Poussin, etc. Et peut-être aussi comment, chez vous aussi, la question de l'enfance et du paysage familier traversé, ressurgit quand vous peignez. Alors d'abord, je suis né dans une famille de musiciens. Et ça, je l'ai dit 100 fois, la musique me volait ma mère, parce que ma mère faisait de la musique avec mon père, elle chantait, etc. Et dans la maison de mes parents et la maison de mes grands-parents, il y avait des tableaux. Et j'ai aimé la peinture comme finalement un domaine qui m'appartenait en propre. Et j'ai énormément regardé le tableau très tôt dans ma vie. Mon père était cantor dans une église de Montpellier où il y avait de très beaux vitraux. Et j'ai regardé ces vitraux avec beaucoup d'intensité. Plus tard, ils m'ont permis de regarder les primitifs au musée du Louvre que je suis venu voir lorsque j'avais 12 ans. Et la peinture a totalement envahi mon enfance et a peuplé ma mémoire. Et j'ai eu pour la peinture une curiosité très tôt. Et j'ai commencé à dessiner, j'avais 4 ans. Et en ce moment, il y a une dame qui regarde mes dessins d'enfants, s'en étonne un peu. Et puis elle me dit, que s'est-il passé pour vous en 1947 ? Et alors je réfléchis. Eh bien, en 1947, j'ai vu une exposition d'un peintre qui s'appelait Blondel, qui habitait Sète. Et tout d'un coup, en regardant ces tableaux, je me suis rendu compte que l'on pouvait peindre différemment des amis de mes parents, comme Georges Dezeuse ou Camille Lescossi, qui ont été mes maîtres aussi, plus tard à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience de l'extraordinaire liberté dont nous disposions. Et ce que je vis maintenant, à la fin de ma vie, n'est autre que cette quête perpétuelle d'une nouveauté m'obligeant à sortir de moi-même et à me renouveler, mais sans le vouloir d'une manière consciente, mais pour le plaisir de peindre. Merci Vincent. Damien, est-ce que tu aurais des choses à dire sur cette question des résurgences de l'enfant, sur la pratique du motif, sur le modèle de corps ou de figure ou de paysage, et comment ça réagit? Quand on est enfant, on découvre le monde. Donc les sensations qu'on ressent quand on est enfant, elles sont beaucoup plus fortes que celles quand on a 50 ans, 60 ans. Voilà.
d'une part. Alors, côté culture, exposition, très tôt, j'ai vu aussi, d'habitant à Paris, mes grands-parents m'ont emmené voir des expos. Je me rappelle avoir vu une grande expo Giacometti à l'Oranger en 69, une en 69 au Grand Palais de Matisse, tout ça, ça a sûrement joué. Mais quand je peins, j'essaye d'oublier tout. J'ai pas en mémoire, je l'ai sûrement inconsciemment, toute cette culture. Mais quand je peins, surtout peindre sur le motif, c'est essayer d'oublier toute sa culture. Les impressionnistes ou les Barbizons avant sont allés sur le motif pour se débarrasser de tout l'académisme qui étouffait toute la création. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, Axel, tu sais, ça nous fait réagir parce que ce que tu dis, Damien, c'est ce qu'on évoque souvent avec Axel quand on parle de, tu sais, d'angoisse symbolique et que tu dis que le fait d'être sur le motif, Axel, ça... si vous pouvez faire avancer les imagiers, tu sais, ah voilà, non ça y est, parce que j'avais perdu la main sur le grand format d'Axel. Tu sais, Axel, sur le fait d'être sur le motif, ça, tu effectivement, le fait d'être dans le corps, tu évacues en fait l'idée de l'angoisse symbolique, du souvenir, Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'avec cette expérience de grand format, alors certains ont vu, François Fauchon a vu un livre ouvert, tu sais, sur la forme comme ça, ovale, avec le orange de l'angle. Et d'autres, on a évoqué avec Abel l'origine du monde, en fait, un sexe des cuisses avec un sexe féminin. Et donc, moi, je voyais l'organique dans les couleurs, tu sais, la façon dont tu traites les couleurs de l'eau, avec du violet, il y a des choses qui rappellent le corps. Et alors, c'est étrange parce qu'on a évoqué Cézanne, tu te souviens, sur la question de la montagne, et ça rejoint ce que disaient Vincent et Damien, je crois. C'est passionnant parce que Cézanne, en fait, on a lu des textes en fait, sur Cézanne qui parlent de son rapport à la Sainte Victoire. Et en fait, Cézanne, manifestement, était au courant de symboliquement ce que représentait cette montagne. En fait, il y a eu des événements historiques, des conflits, tout un tas d'histoires en fait, liées à la Sainte Victoire. Que Cézanne allait, quand il allait à Paris, lire, chercher des informations. Et en fait, sa pratique sur le motif de cette saisie, elle renvoie quelque part à toutes ces strates, en fait, comme quoi la nature, si vous voulez, est aussi une nature qui est travaillée par l'histoire. Et c'est assez intéressant parce qu'on parle toujours de paysages, de peintres de paysages, et en fait on se rend compte qu'il y a aussi l'histoire qui travaille notre perception de la nature, et la question du coup chez toi, Axel, d'une espèce de remontée complètement inconsciente, parce que ce que dit Damien, ça te concerne aussi. Tu ne vas pas chercher à représenter quoi que ce soit en fait, hein, dans la façon dont tu le fais, mais par contre inconsciemment, peut-être que du coup toute ton histoire de l'Iran, ton expérience de la guerre, des corps, de la violence, hein, quelque chose d'un peu plus sombre, ressurgit dans les tapis iraniens aussi, tu sais, avec ce côté décoratif du grand format, ça ressurgit sans finalement l'avoir prémédité. Ouais, ça, mais ça je les ai vus, ça, évidemment on a parlé ensemble, j'ai vu ça après. Bien sûr. Parce qu'évidemment je voyais, encore une fois, je disais, je voyais rien. Je me suis rendu compte aussi que cet endroit-là, là où je peins, c'est un endroit où j'allais une fois par semaine quand j'étais petit. Et je m'asseyais dans cet endroit-là, je regardais ce même coin. Hein. Donc c'est un endroit que j'ai vu, je sais pas, 1000 fois dans ma vie. Et au bord de la rivière, il y a comme des algues un peu violacées, rouges, qui sont mes sources d'énergie, moi, quand je peins. Quand on traverse du rocher et de la pierre comme ça, c'est très épuisant. Et ces parties-là, ces parties un peu algueuses, près de l'eau, évidemment, on pense aux organes du corps humain aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, m'est apparu après, sur la métaphore de l'origine du monde. Bon, j'avais pas vu Florence depuis longtemps, parce que j'étais tout seul à Lucéram, mais enfin, je pensais pas que j'allais me faire dépasser comme ça. Sur l'affaire de Cézanne, je crois qu'il allait voir un tableau qui représentait la bataille qui avait eu lieu. Absolument.
sur la guerre de Troie au musée d'Orsay, je crois. Absolument, oui. Donc en plus, on revenait à la question de la peinture. Et pour la question de l'histoire, j'avais été à Saorge, dans l'arrière-pays. J'avais fait un projet où j'avais peint des chapelles dans l'arrière-pays niçois, me rappelant de mon père qui m'avait dit que l'arrière-pays, Nice et sa région, c'est une terre sacrée sur laquelle on a planté des palmiers, quoi. Donc j'ai été revoir ces sources-là, et il y a des chapelles extraordinaires, notamment à Saorge. Et c'était 1 ou 2 jours après l'invasion russe en Ukraine. Donc je peignais cet endroit-là, et je regardais le ciel bleu. Vous savez, dans le sud de la France, le ciel il est presque bleu marine, en hiver surtout. Et je me disais que si je continue vers ce ciel, là-bas il y a la guerre, plus loin. Ça, c'était une notion qui était dans mon esprit. Par contre, physiquement, ce que j'ai ressenti, et je ne sais pas si ça a un rapport, si on regarde profondément le ciel quand il est très foncé, on peut voir l'espace noir derrière, en fait. Et ressentir le cosmos noir derrière le ciel bleu, c'est une expérience que j'aurais jamais vécue autrement que sur le motif. Voilà. Ah, merci Axel. C'est à millefeuille aussi ce que tu dis, mais je dois conclure avec Mathieu. Mathieu, on n'a pas trop évoqué ces questions, Mathieu, ensemble, mais je pense que le fait de travailler dans une maison qui est chargée d'histoire et de souvenirs, ça doit à un moment... Comment se passe pour toi le télescopage? Tu sais, parfois, il y a des citations de la peinture aussi, comme des rébus dans ta... Comment ça vient chez toi, la question de la mémoire de la peinture ou mémoire personnelle? Alors chargé d'histoire, oui, c'est-à-dire que la maison où j'ai débuté, donc c'était la maison familiale de mes grands-parents. Oui. Mais depuis 2019, c'est une autre maison sur laquelle je travaille, qui est aussi remplie d'histoire, mais peut-être moins personnelle puisque c'est en construction. Tu peux me rappeler juste, parce que j'étais en train de me perdre. Non, c'est très simple. C'est quand tu travailles sur ce motif-là, en fait, de ta maison, est-ce que dans ta pratique, que ce soit conscient ou inconscient, il y a des mouvements entre ce que tu vois et en fait des choses qui remontent à la surface, de souvenirs, soit de souvenirs Ah oui, liés par rapport à la peinture, peinture. soit de souvenirs intimes, en fait, de ton histoire. Bon, intime, non. Après, ça peut m'aider à terminer certains tableaux, c'est-à-dire sous cette notion de rébus, mais en fait, il n'y a pas vraiment il y a pas de narration, il n'y a pas forcément de message. C'est plus moi, ça m'aide à organiser les choses. Après, les références à la peinture de l'art, il y en a eu plus, je dirais, au début de mon travail que je mène aujourd'hui, donc c'est il y a 10-15 ans. Là après ça m'arrive d'avoir comme je te disais tout à l'heure par rapport à Van Gogh là sur ses cerisiers. Oui. Là c'est certains tableaux que je connaissais, mais je sais pas si en ce moment ça me plaît particulièrement, qui m'ont donné envie d'aller vers ce motif et sans la prétention de le challenger, mais ça m'a donné en fait c'est ça. Oui, de toute façon on en a parlé, il y a une longue histoire dans laquelle on évolue, même si on essaye de faire abstraction de cette histoire quand on travaille, parce que sinon c'est quand même très pesant. C'est pas que c'est difficile de l'ignorer, mais en fait on ne serait pas en train de discuter de ça si on n'avait pas conscience de tout ce qui s'est passé avant. Donc ça peut arriver que je fasse des références dans mes tableaux. Après c'est pas si récurrent que ça aujourd'hui. En revanche, oui, il y a beaucoup de peintres qui m'influencent ou auxquels je pense en dehors de l'atelier. Absolument. Ce qui nous fait terminer sur, de toute façon, cette histoire de temps long, en fait. On l'a évoqué hier sur la table ronde avec d'autres artistes, sur le fait que l'histoire de la peinture, finalement, n'est pas vraiment une histoire au sens linéaire et progressiste du terme, mais que c'est plus justement presque, d'ailleurs, Walter Benjamin, ça l'a bien défini, un montage de temporalité, et qu'effectivement, le passé est une présence agissante dans le présent des peintres, et que tout peintre étant à l'atelier ou sur le motif a évidemment, comme disait Manet, dans les poches des milliers de doigts d'autres peintres. Et je pense que ça, c'est un peu
bon, c'est la palisse quoi, pour définir la peinture, puisque toute peinture vient de la peinture. Mais en tout cas, il y a effectivement aussi, même dans la peinture sur le motif de paysage, qui est dans un rapport d'immédiateté et de physicalité très direct, bien évidemment, la résurgence aussi et la mise en mouvement de tout ce que l'artiste est, avec son lot d'histoire et de souvenirs, tel que chacun l'a expliqué tout à l'heure. Je voulais vous remercier évidemment pour votre présence ici aujourd'hui. Et je voulais vous dire, alors je ne sais pas si les filles d'Artpress sont venues, parce que j'ai été... Ah voilà. Donc vous avez la possibilité, si vous le désirez, parce qu'en fait on a eu la joie de travailler avec les artistes ici présents, mais aussi donc Abel Pradalier qui est derrière, Ronan Barraud qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais différents artistes en fait qui ont travaillé sur la question du motif. Et donc j'ai réalisé un dossier en fait sur ces questions que j'ai publié là dans Artpress. Et Artpress, qui est ici en fait sur les stands, s'est proposé d'amener des numéros. Si vous avez le désir de vous procurer un numéro, en fait ils sont là. C'est vraiment c'est des sujets qui vous intéressent. Puisque c'est un sujet que je travaille pour un projet d'exposition et qui me tient à cœur. Donc je suis ravie de vous présenter ce dossier auquel ont participé donc Vincent, Mathieu, Damien et Axel. On vous remercie chaleureusement. Si vous avez des questions ou si vous désirez échanger avec les artistes, c'est avec plaisir. Hein, n'hésitez pas, nous sommes là un instant pour échanger. Merci beaucoup. Merci.